Les annales du disque monde, Sorcellerie, épisode 16. Depuis les montagnes de Karak qui dominaient la vaste et froide plaine de Sto, où Ankh-Morpork s'égayait comme un sac d'épicerie tombé par terre, le spectacle était particulièrement impressionnant. Des tirs perdus et des ricochets de la guerre magique fusaient tout autour et par-dessus, dans un nuage cratériforme d'air figé, dont le cœur fulgurait et scintillait de lumières étranges. Les routes qui en rayonnaient étaient noires de réfugiés. Toutes les auberges et tavernes en bordure affichaient complet, ou presque toutes. Personne n'avait l'air de vouloir s'arrêter au petit bistrot plutôt coquet qui nichait parmi les arbres juste à l'écart de la route de Kirm. Non parce que les passants craignaient d'y entrer, non. Pour le moment, on ne leur permettait pas de la remarquer tout bonnement. Il y eut une perturbation atmosphérique à près d'1 kilomètre de là, et 3 silhouettes tombèrent de nulle part dans un bosquet de lavande. Elles restèrent étendues sur le dos, au soleil parmi les branches brisées et odorantes, jusqu'à ce qu'elles retrouvent leurs esprits. Puis Créosote demanda « Où sommes-nous, à votre avis ?»« Ça sent comme un tiroir de sous-vêtements, » dit Konina. « Oh, ce n'est pas moi, » répondit Nigel, catégorique. Il se releva tout doucement et reprit. « Personne n'a vu la lampe ?»« Oubliez ça, on l'a sûrement vendue pour acheter un bar à vin, » répondit Konina. Nigel farfouilla à droite, à gauche, entre les tiges de lavande, et finit par mettre la main sur un petit objet métallique. « Je l'ai !» lança-t-il. « Ne la frottez pas !» s'exclamèrent les deux autres en chœur. Trop tard, hélas. Mais ça n'avait pas grande importance, car le coup de polissage prudent de Nigel eut pour tout résultat l'apparition de petites lettres de fumée rouge suspendues en l'air. « Bonjour !» lut Nigel à voix haute. « Ne raccrochez pas la lampe parce que votre clientèle nous est précieuse. Laissez donc un souhait après le bip sonore et, dans le meilleur délai, ce souhait sera un ordre pour nous. En attendant, c'est à nous de vous souhaiter une bonne éternité. » Il ajouta. « Vous savez, je crois qu'il est un peu surbooké. » Konina se taisait. Elle fixait par là les plaines, la tempête brûlante de magie. De temps en temps, une flèche de feu s'en détachait et filait vers une tour lointaine. Elle frissonna, malgré la chaleur croissante du jour. « Faut descendre là-bas sans tarder, » dit-elle. « C'est très important. »« Pourquoi ?» demanda Créosote. Un verre de vin n'avait pas suffi à lui faire retrouver sa bonhomie naturelle. Konina ouvrit la bouche et, chose inhabituelle pour elle, la referma. Impossible d'expliquer que chaque gène de son corps la poussait en avant, lui intimait d'intervenir. Des visions d'épées et de boules hérissées de pointes envahissaient sans cesse les salons de coiffure de sa conscience. Nigel, pour sa part, ne ressentait pas un tel élan. Tout ce qui le poussait en avant, c'était son imagination. Mais il en avait assez pour mettre à flot une bonne galère de guerre. Il regarda résolument la ville, le menton volontaire. Enfin, qui aurait été volontaire s'il en avait eu un. Créosote comprit qu'il était en minorité. « Ils ont à boire là-bas » fit-il. « Plein » dit Nigel. « C'est déjà ça » concéda le sérif. « D'accord, nous vous suivons, aux filles au sein de pêche et... pas de poésie !» Ils se dépêtrèrent du bosquet, descendirent le flanc de montagne et rejoignirent la route qui, peu après, passa devant la susmentionnée taverne où Caravansérail, ainsi que Créosote, persistait à l'appeler. Ils hésitèrent à entrer. La maison n'avait pas l'air d'apprécier les visiteurs. Mais Konina, qui de par ses origines et son éducation avait tendance à faire discrètement le tour des bâtiments, Konina donc découvrit 4 chevaux attachés dans la cour. Ils les considérèrent d'un œil prudent. « Ça serait du vol !» dit lentement Nigel. Konina ouvrit la bouche pour en convenir et les mots « pourquoi pas ?» franchirent ses lèvres. Elle haussa les épaules. « On devrait peut-être laisser de l'argent !» suggéra le héros.
« Ah, ne me regardez pas !» fit Créosote. « Ou laissez un mot sous la bride ou autre chose, à votre avis ?» Pour toute réponse, Conina bondit sur le plus gros coursier qui, à première vue, appartenait à un soldat. Il transportait un véritable arsenal. Créosote se hissa difficilement sur le deuxième, un cheval bai plutôt ombrageux, et soupira. « Elle a sa tête de boîte aux lettres, dit-il. À votre place, je ferai ce qu'elle dit. » Nigel regarda les deux autres montures d'un air soupçonneux. L'une était très forte et très blanche, pas de ce blanc cassé auquel parviennent au mieux la plupart des chevaux, mais d'un blanc ivoirin, translucide, que le jeune héros eut inconsciemment l'envie pressante de comparer à un linceul. L'animal donna aussi la nette impression d'être plus intelligent que lui. Il choisit l'autre, un cheval un peu maigre mais docile, qu'il réussit à enfourcher au bout du deuxième essai seulement. Ils se mirent en route. On entendit à peine le martèlement des sabots dans l'obscurité qui régnait à l'intérieur de la taverne. Le patron se déplaçait comme dans un rêve. Il savait qu'il y avait des clients, il leur avait même parlé. Il les voyait même assis autour d'une table près du feu. Mais si on lui avait demandé de dire à qui il avait parlé et de ceux qu'il avait vus, il aurait été bien embarrassé. Ceci parce que le cerveau humain est d'une efficacité remarquable pour se fermer à ce qu'il veut ignorer. Pour l'heure, le sien aurait pu protéger une chambre forte de banque. Et les consommations. Pour la plupart, il n'en avait jamais entendu parler, mais des bouteilles bizarres apparaissaient sans cesse sur les étagères au-dessus des fûts de bière. L'ennui, c'était qu'à chaque fois qu'il voulait y réfléchir, ses pensées s'enfuyaient. Les silhouettes autour de la table levèrent les yeux de leurs cartes. L'une d'elles tendit une main. C'est collé au bout du bras et sac 5 doigts, se dit le cerveau du tavernier. Ça doit être une main. Il y avait une chose à laquelle le cerveau du gargotier ne pouvait se fermer. Le son des voix. Celle-là donnait l'impression qu'on cognait sur un caillou avec un rouleau de feuilles de plomb. « Homme du bar !» Le tavernier gémit faiblement. Les chalumeaux de l'horreur forçaient peu à peu la porte d'acier de son esprit. « Bon, voyons voir. C'était quoi déjà ?»« Un Bloody Mary. » Cette voix-là faisait ressembler une commande à une ouverture d'hostilité. « Oh, oui, et... » « Moi, c'était un petit énog, » fit la pestilence. « Un eggnog. »« Avec une cerise. »« Excellent. » mentit la voix de plomb. « Pour moi, ce sera un petit porto et... » La silhouette regarda de l'autre côté de la table le dernier membre du quartet et soupira. « Apportez donc un autre bol de cacahuètes. » À 300 mètres de là, les voleurs de chevaux tentaient de s'habituer à une expérience nouvelle. « C'est vrai qu'on n'est pas trop secoué, » parvint enfin à dire Nigel. « Et une belle vue, » renchérit Créosote, dont la voix se perdit dans son sillage. « Mais je me demande, » reprit Nigel, « si on a bien fait. »« On avance, non ?» répliqua Conina. « Ne soyez donc pas mesquins. »« C'est juste que, regarder des cumulus du dessus, c'est... »« La ferme !»« Pardon. »« De toute façon, ce sont des statues. Des stratocumulus à la rigueur. »« Oh, c'est vrai !» fit Nigel pitoyable. « Est-ce que ça fait une différence ?» demanda Créosote, complètement allongé sur l'encolure de son cheval, les yeux fermés. « À peu près 300 mètres. »« Oh, peut-être 200 seulement, » concéda Conina. « Ah !» La tour de la sorcellerie tremblait. De la fumée colorée déferlait dans ses pièces voûtées et ses couloirs luisants. Dans la grande salle tout en haut, là où l'atmosphère était épaisse, grasse et avait goût de fer blanc brûlé, nombre de mages gisaient évanouis suite à l'effort mental qu'imposait la bataille. Mais il en restait suffisamment, assis en un large cercle, en pleine concentration. On voyait, mais tout juste, chatoyer l'air tandis que la sorcellerie brute sortait en tourbillon du bourdon entre les mains de Thune pour pénétrer au centre de l'octogramme.
Des formes étrangères apparurent en bref instant et s'évanouirent. Le tissu de la réalité passait à l'essoreuse. Cardan frémit et se détourna, de peur de voir quelque chose qu'il préférerait ignorer. Les grands mages survivants, eux, vinrent un simulacre du disque planer sous leurs yeux. Lorsque Cardan regarda à nouveau, la petite lueur rouge au-dessus de la ville de Kirm vacilla puis s'éteignit. L'air grinça. « Plus de Kirm !» murmura Cardan. « Ça ne laisse plus qu'Alcali !» fit un autre. « Il y a de la puissance qui sait se défendre là-bas. » Cardan hocha une tête maussade. Il aimait bien Kirm, c'était... Elle avait été une petite cité charmante qui donnait sur l'océan du bord. Il se replongea à un moment avec mélancolie dans le passé. La ville avait des géraniums sauvages, se rappelait-il, qui embaumaient les rues pavées et pentues de leur fragrance musquée. « Poussaient dans les murs », dit-il à voix haute. « Roses, ils étaient roses. » Les autres mages le dévisagèrent d'un œil bizarre. Un ou deux, d'une humeur plutôt paranoïde même pour des mages, jetèrent un regard soupçonneux au mur. « Vous allez bien ?» demanda l'un. « Hein ?» fit Cardan. « Oh, oui, pardon, j'étais ailleurs. » Il se retourna pour voir Thune, assis à l'écart du cercle, le bourdon sur les genoux. Le gamin avait l'air de dormir. Il dormait peut-être. Mais Cardan savait, dans les tréfonds de son âme tourmentée, que le bourdon, lui, ne dormait pas. Le bourdon l'observait, jaugeait son esprit. Le bourdon savait. Il était même au courant pour les géraniums roses. « Je n'ai jamais désiré que ça se passe comme ça, » dit-il doucement. « Tout ce qu'on voulait, en réalité, c'était un peu de respect. »« Vous êtes sûr que vous allez bien ?» Cardan répondit vaguement oui de la tête. Tandis que ses collègues reprenaient leur concentration, il leur lança un coup d'œil en coin. D'une certaine façon, tous ses vieux amis avaient disparu. Enfin, pas ses amis. Un mage n'a jamais d'amis, du moins pas chez les confrères. Il fallait un autre mot. Ah oui, voilà, ses ennemis. Mais des ennemis de grande classe, des gentilshommes, la crème de la profession. Pas comme ces types-là, même s'ils avaient apparemment réussi dans le métier depuis l'arrivée du sourcelier. Il n'y a pas que la crème à savoir flotter en surface, se dit-il amèrement. Il dirigea son attention vers Alcali, fouilla en esprit. Il savait que les mages autour de lui faisaient certainement de même, sans cesse en quête d'un défaut dans la cuirasse. Il songea. Est-ce que moi, je suis un défaut dans la cuirasse ? Du zinc a essayé de me dire quelque chose. C'était à propos du bourdon. Un mage devrait s'appuyer sur son bourdon, non le contraire. C'est le bourdon qui le dirige, qui le mène. Je regrette de ne pas avoir écouté du zinc. Ça ne va pas, je suis un défaut dans la cuirasse. Il essaya encore, chevaucha les rouleaux de puissance, les laissa porter son esprit dans la tour ennemie. Même Abrim se servait de la sorcellerie. Et Cardingue modula la vague, s'infiltra dans les défenses dressées contre lui. L'image de l'intérieur de la tour d'Alcali apparut, se précisa. Le bagage longeait lourdement les couloirs rougeoyants. Il était extrêmement en colère à présent. On l'avait sorti de son hibernation, on l'avait méprisé, toutes sortes de formes de vie mythologiques et désormais éteintes l'avaient agressé. Il avait mal à la tête. Alors qu'il entrait dans la grande salle, il détecta le chapeau. L'affreux chapeau, la cause de tous ses malheurs. Il s'avança d'un air décidé. Cardan, qui éprouvait la résistance d'Abrim, sentit la concentration du vizir vaciller. Un instant, il vit par les yeux de l'ennemi, vit le parallélépipède s'amener au petit galop. Abrim voulut, l'espace de quelques secondes, déplacer son attention et alors, aussi incapable de se retenir qu'un chat au spectacle d'une petite chose couinante, détalant au ras du sol, Cardan frappa. Pas fort. À quoi bon ? L'esprit d'Abrim s'évertuait à équilibrer et canaliser les énergies monstrueuses,
Une légère poussée suffisait pour le faire basculer de sa position. Abrim tendit les mains afin d'anéantir le bagage, laissa échapper un début de cri vite avorté et implosa. Les mages autour de lui crurent le voir rapetisser au-delà du possible, en une fraction de seconde, et disparaître, pour ne laisser qu'une image résiduelle, noire sur la rétine. Les plus intelligents du lot prirent leurs jambes à leur cou. Et la magie que canalisait le grand vizir revint en raz-de-marée, se libéra dans une formidable explosion stochastique qui pulvérisa le chapeau, souffla l'ensemble des niveaux inférieurs de la tour et une grande partie de ce qui restait de la ville. À Ankh, il y avait tant de mages à se concentrer sur la salle que la résonance les projeta par contre-coup de l'autre côté de la pièce. Cardan atterrit sur le dos, le chapeau sur les yeux. On le releva, puis on l'épousseta avant de le conduire à Thune et au bourdon, au milieu des acclamations. Quoique certains des mages les plus âgés s'abstinssent de l'acclamer. Mais il ne parut pas y attacher d'importance. Il baissa un regard éteint sur le gamin, puis porta lentement les mains à ses oreilles. « Vous ne les entendez pas ?» fit-il. Les mages se turent. Cardan avait toujours le pouvoir, et le son de sa voix aurait étouffé un orage. Les yeux de Thune rougeoyèrent. « Je n'entends rien, » dit-il. Cardan se tourna vers le reste des mages. « Et vous, vous ne les entendez pas ?» Ils secouèrent la tête. L'un d'eux demanda « On n'entend pas quoi, collègue ?» Cardan sourit, d'un sourire large, dément. Même Thune fit un pas en arrière. « Vous les entendrez bien assez tôt, » dit-il. « Vous avez allumé un fanal. Vous allez tous les entendre, mais pas pour longtemps. » Il repoussa les jeunes mages qui lui tenaient les mains et s'approcha de Thune. « Tu inondes le monde de ta sorcellerie, et des choses arrivent avec elle, » dit-il. « D'autres leur ont déjà ouvert un chemin, mais toi, tu leur as ouvert une avenue. » Il bondit en avant, arracha le bourdon des mains du gamin et le balança en l'air pour l'écraser contre le mur. Cardan se pétrifia lorsque le bourdon riposta. Puis sa peau se mit à se boursoufler. La plupart des mages parvinrent à détourner la tête. Quelques-uns, il y en a toujours comme ça, regardèrent en proie à une fascination répugnante. Thune regarda lui aussi, ses yeux s'agrandirent d'étonnement. Il porta une main à sa bouche, il voulut reculer, impossible. « Ce sont bel et bien des cumulus, merveilleux, » fit Nigel d'une voix faible. « Le poids n'a rien à voir là-dedans. Mon destrier a porté des armées entières. Mon destrier a porté des villes. Oui, il a tout porté quand il le fallait. » dit la mort. « Mais vous trois, il ne vous portera pas. » Pourquoi donc ? C'est une question d'image. Parce que tu crois que c'est une bonne image, ça ? Le cavalier et les 3 piétons de l'Apocalypse ? Fit la guerre d'un ton irrité. Tu pourrais peut-être leur demander de nous attendre, non ? Dit la pestilence, dont la voix rappelait des gouttes tombant du fond d'un cercueil. J'ai affaire, répondit la mort. Il produisit un petit cliquetis avec ses dents. Je suis sûr que vous vous débrouillerez. Vous vous débrouillez toujours. La guerre regarda s'éloigner le cheval. Des fois, il me porte vraiment sur le système. Pourquoi est-ce qu'il tient tout le temps à avoir le dernier mot ? Fit-il. La force de l'habitude, je suppose. Ils revinrent à la taverne. Ils restèrent un moment silencieux, puis la guerre demanda. Où il est, la famine ? Il cherche la cuisine. Oh ! La guerre racla la poussière par terre de son pied d'armure et réfléchit à la distance jusqu'à Ankh. L'après-midi était très chaud. Qu'elle attende donc, l'Apocalypse ? Un dernier pour la route ? Suggéra-t-il. T'es sûr ? Fit la pestilence, dubitatif. Je croyais qu'on nous attendait. C'est-à-dire, je ne voudrais pas décevoir les gens. On a le temps pour un dernier vite fait, j'en suis certain, insista la guerre. Les pendules de bistrot ne sont jamais à l'heure. On a du temps en pagaille. Tout le temps du monde.
Cardan s'écroula en avant avec un bruit sourd sur le carrelage d'un blanc étincelant. Le bourdon roula de ses mains et se mit debout tout seul. Thun tâta le corps flasque du bout du pied. « Je l'avais prévenu, fit-il. Je lui avais dit ce qui arriverait s'il y touchait encore. Il voulait dire quoi par « vous les entendez » ? La question déclencha des quintes de toux et des inspections minutieuses d'ongles. « Il a voulu dire quoi ?» redemanda Thun. Auvin Gauchet, maître des conférences en tradition, s'aperçut une fois de plus que les mages qui l'entouraient se clairsemaient comme une brume du matin. Sans bouger, il donnait l'impression d'avoir avancé. Ses yeux tournaient comme des bêtes prises au piège. fit-il. Il agita vaguement les mains fines. Le monde, vous voyez, enfin, la réalité où nous vivons, en fait, on peut la voir, comment dire, comme une feuille de caoutchouc. Il hésita, conscient que la phrase ne figurerait dans aucun recueil de citations dignes d'être retenues. Ainsi, reprit-il en hâte, elle est déformée, détendue, par la moindre présence de magie. Et, si je puis faire une remarque, trop de magie potentielle, pour peu qu'elle soit concentrée en un seul point, pousse notre réalité vers le bas, bien qu'il ne faille pas évidemment le prendre au pied de la lettre, car je ne cherche aucunement à suggérer une dimension physique. Et on a avancé l'idée qu'une masse suffisamment importante de magie pourrait, dirons-nous, percer le réel à son point le plus bas et ouvrir peut-être la voie aux habitants ou, si je puis me permettre en termes plus appropriés, aux résidents du plan inférieur, ce que les bavards appellent les dimensions de la basse fosse, qui, à cause peut-être de la différence dans les niveaux d'énergie, sont naturellement attirés vers l'éclat de ce monde-ci, notre monde. S'ensuivit la longue pause traditionnelle après tous les discours de Gauchet, le temps de placer mentalement les virgules et de rabouter les fragments de propositions. Les lèvres de Thun remuèrent un instant en silence. « Vous voulez dire que la magie attire ces créatures ?» dit-il enfin. Sa voix était toute différente à présent. Elle n'avait plus le même tranchant. Le bourdon était suspendu en l'air au-dessus du corps prostré de Cardan et tournait lentement sur lui-même. Les yeux de tous les mages présents restaient braqués sur lui. « À ce qu'il semble, répondit Gauchet, les étudiants dans ce domaine disent que leur présence se manifeste en un susurrement trivial. » Thun avait l'air indécis. « Il bourdonne ?» dit obligeamment l'un des autres mages. Le jeune garçon s'agenouilla pour examiner Cardan de près. « Il ne bouge pas du tout, » dit-il bizarrement. « Il lui est arrivé quelque chose de mal ?»« C'est possible, » répondit Gauchet avec prudence. « Il est mort. Je le regrette. C'est une opinion, d'après moi, qu'il partage. »« Mais je peux l'aider, » dit Thun. Il tendit les mains, et le bourdon plana jusqu'à elle. Si le bourdon avait eu un visage, on aurait vu son petit sourire satisfait. Lorsqu'il reprit la parole, le gamin avait retrouvé les intonations froides et distantes de qui parle dans une pièce au mur d'acier. Si l'échec n'était pas pénalisé, la réussite ne serait pas une récompense, dit-il. Pardon ? fit Gauchet. Je ne vous suis plus. Thun pivota sur les talons et regagna son fauteuil à grands pas. On ne craint rien, dit-il d'autorité. Ces dimensions de la basse fosse, si elles nous gênent, qu'on s'en débarrasse. Un vrai mage n'a peur de rien. De rien. Il se remit debout d'une secousse et se dirigea vers le simulacre du monde. L'image était parfaite dans les moindres détails, jusqu'à une représentation de la grande Atuin qui pagaillait lentement dans les abîmes interstellaires à quelques centimètres au-dessus du dallage. Thun passa et agita une main dédaigneuse au travers. « Notre monde, c'est un monde de magie, dit-il. Qui pourrait se dresser contre nous dans ce monde-là ?
Gauchet se dit qu'on attendait une réponse de sa part. Absolument personne, fit-il. Sauf les dieux, évidemment. Silence de mort. Les dieux ? Demanda Thune d'une voix calme. Eh bien, oui, sûrement. Il ne faut pas défier les dieux. Ils font leur travail, on fait le nôtre. Ça ne rime à... Qui dirige le disque ? Les mages ou les dieux ? Gauchet réfléchit vite. Oh, les mages, évidemment. Mais, comme qui dirait, sous l'autorité des dieux. Quand on enfonce accidentellement sa chaussure dans un marécage, on trouve ça plutôt désagréable, mais moins que de prendre appui sur l'autre chaussure et de l'entendre, elle aussi, disparaître dans un petit bruit de succion. Gauchet insista. Vous voyez, les mages sont plus... On est plus puissants que les dieux, alors ? Fit Thune. Certains mages, au dernier rang, commencèrent à frotter les pieds par terre. Eh bien, oui et non, répondit Gauchet, à présent enfoncé jusqu'aux genoux. La vérité, c'est que les mages se sentaient mal à l'aise vis-à-vis des dieux. Les êtres qui résidaient sur Cori Célestie n'avaient jamais clairement exprimé leur opinion sur la magie rituelle, laquelle renfermait après tout une part de divin, et les mages avaient tendance à éviter le sujet. L'ennui avec les dieux, c'est qu'ils ne se contentaient pas d'allusions quand quelque chose ne leur plaisait pas. Aussi le bon sens estimait-il mal avisé de les mettre dans une position qui les forcerait à prendre une décision. « On dirait que vous n'êtes pas sûr, » fit Thune. « Si je puis donner un conseil, » commença Gauchet. Thune agita une main. Les murs disparurent. Les mages se tenaient au sommet de la tour de la sorcellerie et, comme un seul homme, ils tournèrent les yeux vers le pic de Cori Célestie, au loin, séjour des dieux. « Quand vous aurez vaincu tous les autres, il ne restera plus que les dieux à combattre, » dit Thune. « Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui ont vu les dieux ?» Un chœur de non, hésitant, lui répondit. « Je vais vous les montrer. »« Tu as encore de la place pour un petit dernier, vieux, » fit la guerre. La pestilence oscilla, prêt à tomber. « Je suis sûr qu'on devrait se mettre en route, » marmonna-t-il sans grande conviction. « Oh, allez ! Un petit alors. Après, faut vraiment qu'on y aille. » La guerre lui donna une claque dans le dos et jeta un regard furieux à la famine. « Et 15 autres paquets de cacahuètes ne seraient pas de trop, » ajouta-t-il. « Ouk » conclut le bibliothécaire. « Oh » fit Rincevent. « Le problème, c'est le bourdon, alors. »« Ouk » Personne n'a essayé de le lui enlever. « Ouk » Il leur est arrivé quoi, alors ? « Hic » Rincevent gémit. Le bibliothécaire avait éteint sa bougie parce que la présence d'une flamme nue perturbait les livres. Mais maintenant que Rincevent s'était habitué à l'obscurité, il s'apercevait qu'il ne faisait pas sombre du tout. La lueur octarine pastel qu'émettaient les ouvrages emplissait l'intérieur de la tour, non pas exactement d'une lumière, mais d'une opacité dans laquelle on voyait, de temps en temps, le froissement de pages raides tombait tranquillement des ténèbres au-dessus. « Donc notre magie n'a aucune chance de le vaincre, c'est ça ?» Le bibliothécaire approuva d'un « ouk », désolé, et continua de tourner doucement sur son derrière. « Ça ne sert pas à grand-chose alors. Tu as peut-être remarqué que je ne suis pas précisément doué dans le domaine de la magie. Je veux dire, au premier duel, ça donnera « Salut, je suis Rincevent », aussitôt suivi d'un « boum, ouk ». Ce que je veux dire, en fin de compte, c'est que je dois me débrouiller tout seul. Ouk. Merci. À leur faible lueur, Rincevent regarda les livres empilés le long des parois intérieures de l'antique édifice. Il soupira, se dirigea d'un pas vif vers la porte, mais ralentit nettement en arrivant auprès. « Bon, j'y vais alors, » dit-il. « Ouk ! Pour affronter on ne sait quel danger terrible, sacrifier ma vie pour le bien de l'humanité. Hic. D'accord, des bipèdes. Ouah. Et des quadrupèdes, d'accord. » Battu, il jeta un coup d'œil au pot à confiture du praticien. « Et des lézards, ajouta-t-il. « Je peux y aller, maintenant »